El Othmani, qui a accepté de se joindre à nous comme modératrice de la Frami-conférence sur le thème « L'IA par l'exemple concrètement ». Je pense qu'on pourra déjà commencer en invitant Sir Adil Ben Youssef, qui est un enseignant à l'université de Bordeaux-Montaigne, à Cage Business School, INSEG, ISEG, et qui intervient auprès des institutions publiques, associations professionnelles et des entreprises au sujet de l'IA et des techniques et éthiques numériques. Bien sûr, qui aussi nous pourra parler de son utilité dans différents de sensibilisation de ces dérives, des inquiétudes qu'elles génèrent, parce que bien sûr, on est entre partisans et contraignants de l'IA, de son accessibilité au très grand public, parce qu'on sait qu'on parle de grands investissements, de grands usages pour les entreprises, mais quoi quand il s'agit du grand public, de la lutte contre l'IA dans la fracture numérique et de l'accès aux informations par le pouvoir public. Donc, Sidi Adil, c'est à vous la parole pour nous en parler et nous en fournir plus d'informations. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup au Frami de me permettre de rejoindre cette prestigieuse association que j'ai découverte grâce à mon ami Jalal. Nous sommes bordelais tous les deux, donc nous avons eu l'occasion d'échanger longuement sur ces thématiques-là. Et si j'ai décidé de vous rejoindre, c'est pour vous faire part d'abord de mon expérience professionnelle et surtout vous donner quelques éléments de compréhension qui permettraient, je l'espère, d'aborder cette thématique, l'intelligence artificielle, avec sérénité et essayer d'enlever toutes les inquiétudes qu'elle peut générer auprès des uns et des autres. Depuis quelque temps, l'IA est devenue ce qu'on appelle un buzzword, c'est-à-dire c'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on met tout. On met absolument que ce soit de l'algorithme, que ce soit de la technique de programmation, que ce soit des inventions, que ce soit des imaginations, hein, parce que ça développe aussi l'imaginaire. On commence à penser que les IA vont remplacer certains métiers. Alors, il y a des inquiétudes auprès des employés qui commencent à craindre que les machines ou les algorithmes vont remplacer ou vont les remplacer. Donc, je vais essayer de faire un petit flashback dans l'histoire pour resituer cette thématique-là et nous permettre donc de continuer cette discussion avec, on va dire, sereinement. D'abord, l'intelligence artificielle n'existe pas. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'artificialité, il y a plutôt du travail concret d'ingénieurs informaticiens chevronnés, de travail de mathématiciens, de travaux de recherche de mathématiciens et d'académiciens, et surtout aussi de travail de plusieurs, on va dire, secteurs d'activité qui ont essayé d'appréhender la technologie pour donner à l'ensemble des utilisateurs un cadre dans lequel la technique serait au service des humains. Et ça a commencé par une expérience qui a été plutôt démarrée durant la Seconde Guerre mondiale par M. Alan Turing, qui est le père de l'algorithmie et même de l'ordinateur, on dirait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder le film qui s'appelle Imitation Game, qui explique exactement comment la machine de Turing avait réussi à craquer le code des nazis qui attaquaient à ce moment-là l'Angleterre. Donc, bien que ces travaux aient été commencés dans les années 50, la vraie émergence dans les années 50, en fait, la vraie
le vrai sujet de l'intelligence artificielle a été décidé dans des colloques et des conventions où les personnes qui ont décidé de lui donner ce nom, c'était plutôt pour lui donner un nom commercial et marketing pour pouvoir le diffuser. Mais ils avaient peut-être ignoré qu'en ajoutant à des technologies d'algorithmie et de traitement de données, en ajoutant le mot intelligence et de l'artificialité, ils allaient générer aussi beaucoup d'inquiétudes. Donc, les travaux qui ont commencé depuis les années 50 sur ce domaine-là, en fait, c'était une fusion entre les mathématiques, l'informatique et les sciences cognitives. Les sciences cognitives sont les interactions homme-machine. Et donc, l'idée, c'était de créer des dispositifs qui allaient imiter, et je dis bien imiter, les comportements humains. Vous savez, quand vous utilisez une calculatrice, vous ne faites rien d'autre que imiter un comportement du cerveau humain qui va faire des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications. Quand vous utilisez un tableau Excel, vous faites à peu près la même chose. Et quand vous utilisez un moteur de recherche pour aller sur Internet, vous faites à peu près la même chose que ferait un bibliothécaire à l'époque, quand il n'y avait pas d'informatique. Quand vous rentrez dans une bibliothèque et vous demandez à l'archiviste de répondre à vos questions. Donc, mais avec les avancées technologiques au niveau du cloud, au niveau des big data, au niveau des techniques de programmation très avancées qu'on appelle aujourd'hui du machine learning et du deep learning, en fait, on a constaté une accélération très, très rapide de toutes ces technologies-là durant les 20 dernières années. Et surtout, durant les 10 dernières années, avec l'arrivée massive des usages mobiles. Parce que les usages mobiles, en fait, ont fait exploser quelque part, ou ont fait exploser de façon exponentielle la production des données, et puis surtout l'intérêt des entreprises pour ces données-là, parce qu'elles permettent de catégoriser les profils, de diagnostiquer des maladies plus rapidement, parce que ça permettait d'améliorer des systèmes productifs, par exemple dans des usines. Donc, tout cela, ça a été rajouté donc, à cause de ces avancées. Mais ces techniques-là, bien qu'en avançant très, très rapidement, les humains ont toujours eu besoin d'aller un petit peu plus rapidement que la machine, et ont commencé par exemple à déléguer aux algorithmes certaines actions. Et les plus significatives sont la conduite automobile. On a tout de suite, par exemple, Tesla a démarré très très rapidement quand la technologie lui a permis des expérimentations pour faire de l'autopilote, c'est-à-dire donner à la voiture des possibilités de conduite en totale autonomie. Mais bien que ces algorithmes fonctionnent très, très bien, ça génère bien sûr des inquiétudes de la part de ceux qui aujourd'hui sont réticents ou sont contre ces technologies-là, parce qu'ils disent, oui, si de toute façon, si vous laissez la voiture conduire toute seule, elle génère des accidents. Si vous laissez la voiture toute seule, on va introduire des notions de choix, par exemple, en cas d'extrême danger. Est-ce que l'algorithme va choisir d'écraser, par exemple, 2 personnes qui traversent la route, ou est-ce qu'il va choisir de sauver la vie des 4 personnes qui sont à l'intérieur du véhicule? Donc, on commence à avoir ce genre de discussions qui vont déborder sur on va dire, sur un domaine plutôt philosophique, plutôt sur la question et notre rapport à ces technologies. Mais donc, les technologies avancent très vite dans le domaine industriel, dans le domaine professionnel, mais parfois, ou même souvent, on oublie que la grande majorité des utilisateurs de tout ce monde numérique, ce sont nous, ce sont nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos enfants. Et dans la majorité des cas, bien que nous sommes dans un contexte professionnel, nous sommes habitués à utiliser le numérique, nous avons été éduqués, formés à utiliser le numérique, la grande majorité de la population n'a jamais été formée au numérique. On leur donne des smartphones, on leur donne des tablettes, on leur donne des écrans connectés, et on leur dit « débrouillez-vous, vous allez y arriver tout seul ». Alors, j'essaie de faire des fois des comparaisons comme ça en disant, imaginez un pays où on dit, il n'y a pas de permis de conduire, et on va prendre des voitures, on va donner des clés, on va distribuer les clés à tout le monde, et on va leur dire, chaque habitant, vous allez avoir une voiture,
et maintenant vous avez des routes, allez-y, sortez et conduisez vos véhicules. Donc, bien évidemment, on aura des problèmes. On aura des accidents, on aura des personnes, on aura des problèmes de circulation, de trafic, on aura des embouteillages, on aura enfin un peu le bazar. Hein, donc, déjà qu'avec le permis de conduire et le code de la route et des voies bien dessinées et des panneaux de signalisation et des feux stop, on se retrouve parfois dans des situations encore très, très compliquées. Alors, imaginez s'il n'y avait pas de code. Et l'informatique aujourd'hui, c'est exactement ça. Le monde numérique a produit énormément de données, mais ces données-là, aujourd'hui, restent malheureusement inaccessibles pour une grande partie de la population. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir comment ces intelligences artificielles qui ont accéléré essentiellement depuis 2 ans maintenant avec l'apparition de modèles comme ChatGPT, hein, qui est le plus connu parce que la presse en a fait beaucoup d'articles et tout le monde en parle. Comment est-ce que ChatGPT peut résoudre ces problèmes-là? Et donc, pour illustrer mon propos et mes propos, je vais vous inviter à une petite présentation, une expérience, on va dire, visuelle, dans laquelle on va essayer de détailler tout ça. Donc, notre monde numérique aujourd'hui, hein, donc qu'on soit dans un environnement professionnel ou un environnement privé, ben, on a accès via nos smartphones. J'ai pris l'exemple du smartphone parce que c'est l'outil le plus simple. On l'a tous toujours avec nous. Certains l'assimilent à un doudou, hein, aujourd'hui, parce que chaque personne a au moins un smartphone sur elle qui lui permet de faire des emails, de regarder Internet, de rester en liaison avec son réseau social ou sa famille, de partager des choses. Donc c'est ces informations-là. Mais aujourd'hui, un utilisateur, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il attend? Des moteurs de recherche, des chatbots et des assistants IA, parce que ce sont les points d'entrée en termes de recherche d'informations. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on est submergé par un déluge d'informations, mais ces informations-là ne sont pas facilement accessibles. Et le point d'entrée, c'est le moteur de recherche. Tout le monde utilise, enfin une grande majorité de personnes utilisent Google. Quand vous arrivez sur un service en ligne, des fois, vous avez un petit chatbot qui apparaît à l'écran. Des fois, quand vous appelez sur un téléphone portable, vous avez une petite voix qui vous dit pour tel service, appuyez sur le 1, pour tel service, appuyez sur le 2. Donc, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des mécanismes de guidage dans le système d'information. Et très, très dernièrement, donc, on a les chatbots, les assistants IA comme ChatGPT que j'ai mentionné. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent une réponse factuelle, claire et précise. Parce qu'aujourd'hui, quand vous posez une question à un moteur de recherche, le moteur de recherche est censé vous donner une réponse factuelle, claire et précise. Parce que sinon, vous perdez beaucoup de temps à essayer de trouver la réponse ou à essayer d'aider le moteur de recherche en lui donnant des mots-clés, en affinant votre mot-clé et ainsi de suite. Et vous pouvez avancer en essayant d'avancer avec eux. Donc, aujourd'hui, je me suis basé sur des chiffres qui sont publiés par le ministère, la tutelle du ministère lié au numérique en France, où il est dit que 71% des cadres et professions intellectuelles supérieures ont le sentiment de s'être mieux appropriés les outils numériques. Donc, il reste néanmoins dans le milieu professionnel ou les milieux des personnes qui sont éduquées au numérique, près de 30% des personnes qui ne sont pas à l'aise. Toujours pas à l'aise, même avec les formations adaptées, l'accompagnement. Donc, et on parle donc de la situation en France. Donc, parmi la population globale, 48% disent qu'ils éprouvent des difficultés à accéder aux services numériques. Et puis, ce chiffre-là augmente très, très rapidement dès qu'on travaille sur les procédures administratives. Parce que vous savez, par exemple, en France, on a opéré une très grande mutation vers le service numérique, une digitalisation de l'administration. On appelle ça le e-government, parce que, par exemple, aujourd'hui, les impôts, c'est numérique, les factures sont numériques, les documents d'identité, que ce soit la carte d'identité ou les passeports ou le permis de conduire sont numériques. En fait, beaucoup de choses sont devenues de plus en plus numériques. Et cette fracture numérique, en fait, engendre ce qu'on appelle un nouveau phénomène qu'on appelle l'électronisme. Alors, l'électronisme, c'est illettré et électronique. On a mélangé un petit peu les deux pour donner ce terme-là. Et en fait,
ce terme, ce taux d'électronisme, on voit que, par exemple, pour des personnes à partir de 60 ans, on commence à atteindre des niveaux très, très élevés. Et ceci, c'est parce qu'il y a une démultiplication des applications et de la donnée un peu partout, qui est disponible un peu partout, à laquelle se rajoutent aujourd'hui, depuis quelques années, des fausses informations, et donc ce qui rend en fait l'accessibilité à l'information très difficile. Donc, quand on posait la question à l'époque, quand un moteur de recherche et qu'il nous répondait et qu'on s'attendait à une réponse précise, factuelle et concise, aujourd'hui, ben, on se retrouve dans des environnements, on pose une question, on se retrouve à des publicités, des pop-up qui s'allument dans tous les sens et on ne comprend pas du tout de quoi il s'agit. Donc, quand on voit, par exemple, les populations qui ont plus de 60 ans et plus, à peine 7% déclarent qu'ils sont à l'aise avec le numérique, avec tous les services numériques. Ce qui fait qu'il y a une très grosse partie de la population qui n'est pas à l'aise. Donc, je vais m'appuyer sur quelques exemples. Alors, pour illustrer, je me suis appuyé sur un exemple précis parce que je veux poser des questions telles qu'on la poserait à un moteur de recherche. Donc là, par exemple, j'ai pris Microsoft Bing. Bon, je l'ai posé, j'ai pris un exemple que j'ai fait la semaine dernière à une présentation. Donc, par exemple, à la Cobas, hein, c'est une région en France, ou plutôt une communauté de communes. En 2024, quel est le tarif des bureaux pour les porteurs de projets hébergés en centre d'affaires? C'est une question précise, hein, donc, parce que je ne veux pas donner à Google la possibilité de mots-clés. En fait, je ne vais pas poser ma question. Ce n'est pas à moi de m'adapter à lui, c'est à lui de s'adapter à moi. Donc, je lui pose ma question telle que je la réfléchis, telle que je la pense sérieusement. Donc, j'ai une réponse sous forme de lien sponsorisé sans rapport avec ma question, déjà, sur Bing. Et pourtant, c'est une question simple. C'est une question qu'on pourrait avoir. On peut la remplacer, par exemple, c'est à Bordeaux, quels sont les documents que je dois fournir pour renouveler ma carte d'identité, par exemple. Ou à Paris, quel est le meilleur, quelles sont les activités sportives dans le quartier du 15e arrondissement, par exemple. Ce sont des questions simples et qu'on doit pouvoir poser de façon naturelle. Donc, je reprends la même question, je la pose à Google. Donc, Google me donne peut-être un meilleur score en termes de réponse, hein, parce qu'il a un meilleur algorithme, mais il me dirige vers un document de 458 pages à télécharger pour pouvoir lire la réponse. Donc, donc quand j'ai le temps, je télécharge. Si en plus je n'ai pas l'Acrobat Reader, je ne peux pas même pas lire le document. Si je télécharge ça sur un smartphone, c'est encore plus compliqué encore à lire pour trouver l'information. Et pourtant, je lui ai posé une question simple. Donc, alors, je me suis décidé d'aller voir un petit peu les systèmes de ce qu'on appelle des assistants IA. Je prends Perplexity, hein, qui est un des concurrents, on va dire, de ChatGPT. Hein, c'est une autre plateforme. Donc, et là, je fais à la Cobas toujours la même question. Donc, il y a une réponse bien écrite, mais affirmation que le tarif n'est pas communiqué. C'est-à-dire que l'algorithme a décidé de lui-même de me dire que le tarif n'est pas communiqué. Alors que précédemment, Google m'a donné un document PDF dans lequel il y avait probablement les tarifs. Mais comme je n'ai pas eu le temps de lire, donc si je me fie à Perplexity, je dis je n'ai pas le tarif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'hallucination. Les algorithmes d'IA aujourd'hui hallucinent, c'est-à-dire qu'ils écrivent des phrases bien faites, des documents bien écrits. On a l'impression que c'est juste, mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que quand un algorithme affirme des choses comme ça, on doit être en capacité, nous, en tant qu'humains, d'interroger l'algorithme et de le questionner sur la vraie réponse. Donc, je fais la même chose avec ChatGPT. Alors, ChatGPT est encore plus fort parce qu'il me donne à peu près la même chose que Perplexity, mais en plus, il m'invente des tarifs. Parce qu'il est parti me dire que le tarif, c'est 200 € par mois jusqu'à 400 € par mois. Mais ça, je ne peux le vérifier qu'en ayant entre les mains le vrai document tarifaire. Donc, si par exemple, je suis un porteur de projet et que je veux aller dans le centre d'affaires, je peux être induit en erreur parce que l'algorithme, encore une fois, c'est un phénomène d'hallucination où il va générer une réponse qui n'existe pas, mais juste parce qu'il a été entraîné sur des réponses similaires, il va se dire, tiens, c'est quelque chose qui peut lui plaire, donc on va lui générer ça. Donc, et ça pose des questions parce que là, ce sont des exemples. J'ai pris exprès ces exemples-là pour que ce ne soit pas très grave.
Mais imaginez que vous posez une question sur une maladie, sur le diagnostic, sur des investissements, par exemple, sur la vie de l'entreprise, enfin, des sujets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, et qui nécessitent on va dire une réponse beaucoup plus factuelle. Donc, ça poserait problème. Donc, nous, on a fait une expérimentation au sein de ma société. On a créé des petites plateformes dans lesquelles on va poser des questions. On va devoir poser des questions. Donc, là, je vous lance une petite vidéo. Donc, automatiquement, on peut, par exemple, afficher un petit texte qui dit, ben voilà, le tarif de location des bureaux, il est là. Et puis, en fait, l'idée, c'est de dire où est-ce que je vais trouver l'information. Et l'information, en fait, où est-ce qu'on peut la trouver? On peut la trouver en cliquant sur des liens. Et là, quand on clique, par exemple, sur le lien, ce qu'on a fait, nous, dans notre algorithme, c'est-à-dire qu'avec un petit peu d'effort supplémentaire, on n'a pas utilisé ChatGPT, on a utilisé d'autres méthodes, on est capable d'aller chercher, au lieu de télécharger le document de 400 pages, d'aller chercher la bonne information, quitte à aller la chercher dans une page bien isolée et la montrer au public. L'idée, c'est de dire, l'information, puisqu'elle existe et puisqu'elle est disponible ou mise à disposition par la collectivité ou par le service public, il faut que nous, en termes de créateurs de technologie, qu'on ne soit pas juste impressionné par ces technologies et qu'on se mette devant et dire, voilà, c'est la technologie qui va résoudre les affaires, mais qu'on ait un rapport critique et un regard critique et qu'on interroge les algorithmes et qu'on interroge surtout les concepteurs de ces algorithmes sur le fonctionnement qui nous permettrait d'atteindre les objectifs, à savoir les bonnes réponses. Et c'est là où ça devient intéressant pour tout le monde. Parce que l'idée, c'est de dire, et c'est comment des plateformes d'intelligence artificielle peuvent aider à trouver les bonnes réponses. D'abord, parce qu'elles vont nous permettre de poser des questions en langage naturel, c'est-à-dire dans la langue parlée. Elles nous permettent aussi donc de générer du texte qui soit le plus facilement compréhensible pour le lecteur. Et derrière, on peut même aller jusqu'à travailler sur ce qu'on appelle le traitement et la traduction simultanée du question-réponse. Là, avec un exemple tout simple, ce qu'on a fait, ça c'est, j'ai un petit stagiaire qui a fait ça au sein de mon équipe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement, sur le même site du service public qui contient que des documents en français, on peut poser des questions en anglais, en arabe, en allemand, en chinois, en coréen, et on récupère les réponses dans la même langue, même si le document qui a servi à générer la réponse ou à créer la réponse est uniquement en français. Donc l'idée, c'est on donne aussi donc cette réponse simple et garantie pour l'utilisateur en termes de véracité de l'information. Et ça, c'est très important, la véracité de l'information, parce qu'aujourd'hui, avec toutes les fausses nouvelles et les fake news, on peut être induit en erreur. Et puis surtout, interaction avec les réponses pour déclencher des actions. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, quand on parle de IA, beaucoup pensent IA générative. On va pouvoir générer des choses. Mais en fait, l'IA, ce n'est qu'un point, un point de passage dans le traitement de l'information. Donc aujourd'hui, il y a des techniques très évoluées qui permettent de marier ce qu'on appelle des moteurs de recherche sémantique avec des IA génératives. Donc c'est là on va peut-être atteindre un autre niveau de compréhension et d'interprétation et surtout de conversation avec les machines. Parce que qu'est-ce que c'est la technologie informatique aujourd'hui qu'on appelle intelligence artificielle? Ce sont finalement que des techniques qui nous permettent de mieux communiquer avec la machine ou avec le système d'information et d'avoir des réponses précises sans perte de temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir offrir, par exemple, dans un contexte multilingue, parce que les IA aujourd'hui sont très performantes dans la traduction simultanée. Il y a des appareils qui le font très, très bien, des petits appareils qu'on peut acheter. Il suffit de parler dans une langue. Il y a même des smartphones aujourd'hui. Je crois que c'est Samsung qui fait ça dans son dernier smartphone. Vous pouvez dialoguer avec un étranger dans votre propre langue et c'est traduit en simultané directement. Donc l'idée, c'est de dire, avec ces IA génératives, on peut peut-être construire des modèles où des services publics sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut être un bon complément à des centres d'appel parce que même les agents des centres d'appel perdraient moins de temps à aller chercher eux-mêmes l'information pour une population qui a encore plus de difficultés à accéder
donc au numérique. Il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler sur des tablettes ou sur des claviers. Il y a des personnes qui sont malheureusement analphabètes encore et qui ne savent pas écrire et lire et écrire. Et ils peuvent juste parler, poser des questions de façon, poser la question dans leur propre langue et récupérer les réponses. Donc, et surtout, conversation en langage naturel et dans la langue des usagers. Donc, dans les domaines où l'IA peut apporter des bénéfices immédiats, donc les assistances à la clientèle dans tous les secteurs d'activité, l'assistance à d'autres personnes, l'analyse des données en général, parce que aujourd'hui les algorithmes ont atteint un niveau de fiabilité très élevé. L'éducation en ligne, ça c'est un sujet sur lequel on doit peut-être mettre l'accent. C'est créer améliorer, on va dire, encore plus les dispositifs d'éducation en ligne en mode hybride pour permettre donc de personnaliser les expériences d'éducation, mais c'est surtout de démultiplier les capacités des instituts de formation professionnelle pour délivrer des formations dans plusieurs langues, par exemple, avec des supports écrits uniquement dans une seule. Donc la santé, je crois que tous ces sujets-là, j'ai pris exprès des exemples qui sont en lien avec les interventions des autres familles, et donc, et bien sûr, la sécurité informatique. Donc, quelle est la conclusion de tout ça? La conclusion, c'est que les IA, aujourd'hui, sont perçues comme malheureusement quelque chose, pour certains, c'est accessible, très accessible. Pour d'autres, c'est presque de la magie, parce que ça génère des documents tout seul, ça fait le travail presque tout seul. Moi, j'ai peur juste que l'être humain abdique en fait devant la technologie parce que vous savez, nous les humains, nous sommes malheureusement très paresseux quelque part. Des fois, on se laisse aller à la paresse intellectuelle et malheureusement, on peut être tenté de laisser l'algorithme décider à notre place. Et ça, c'est l'effort qu'on doit faire sur nous-mêmes, c'est de ne jamais laisser l'algorithme décider à notre place, toujours questionner l'algorithme et même quand il répond quelque chose qui nous semble être cohérent, de vérifier et de contrôler parce que le monde de l'information aujourd'hui est encore beaucoup trop fragile pour laisser les algorithmes décider eux-mêmes. Mais c'est surtout de voir ces IA, algorithmes et IA, comme des assistants. Ce sont des assistants, ce sont juste des outils supplémentaires. Il n'y a rien de magique derrière. Je fréquente les universités et les étudiants pour savoir qu'il y a beaucoup de travail derrière quand il s'agit d'écrire des algorithmes, quand il s'agit de développer des nouvelles solutions. Donc, il n'y a pas de magie. La seule intelligence qu'il y a, elle est dans la tête des ingénieurs et des équipes pédagogiques qui enseignent et qui font avancer ces sujets-là. Et donc, de rester lucide par rapport à l'utilisation de ces problèmes. Et ne pas oublier que, quelle que soit l'avancée technologique qu'on va avoir ces prochaines années sur ces thématiques-là de l'IA, même si on les implémente dans des robots et que ces robots humanoïdes deviennent presque humains, il ne faut pas oublier que ces humanoïdes et ces robots dotés d'intelligence ne prendront jamais conscience de ce qui est vital pour eux, par exemple. Un robot, même doté de la meilleure intelligence, vous lui mettez même avec des capteurs, et vous le mettez devant une piscine, il va tomber dans la piscine. Et puis, s'il ne prendra pas conscience que l'eau est dangereuse pour lui, mais il ne peut pas prendre conscience que l'eau est vitale aussi, pour boire aussi, comme nous, pour s'alimenter. Donc, il y a donc, le robot ne peut pas. Et puis surtout, il y a aussi le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas coder aujourd'hui. Le libre arbitre, c'est la capacité de nous, êtres humains, à se poser des questions, de poser le pour et le contre, mais pas de façon algorithmique et binaire, de façon plutôt raisonnée, avec toute notre histoire, avec tout notre acquis. Donc, et c'est là où l'humain gardera toujours le contrôle sur ces machines-là et nous permettra donc d'avancer et de résoudre donc les problèmes des personnes qui aujourd'hui ont des difficultés à accéder au système d'information. Je ne sais pas où j'en suis dans mon débat par rapport au timing. Est-ce que je suis bon, pas bon? Vous me dites si je dois
C'était tellement très intéressant qu'on ne s'est pas rendu compte du temps et que peut-être qu'on vous donnera quelques minutes de plus pour répondre à quelques questions. Il y a déjà Oui, 2 questions sur le chat et avec 2 questions que j'avais déjà. Alors, en prenant note de ce que vous avez dit, c'est Adil, vous avez parlé d'électronisme, un mot que je ne connaissais pas, moi qui me oui, crois accompagnée des startups en IA déjà. Et donc, ça m'a fait rappeler un article tout récent de l'UPR News que j'ai lu et qui salue l'importance que le Maroc accorde à l'IA en mettant en avant, je ne sais pas si vous connaissez l'AI Movement, c'est le Centre international oui, de oui, recherche oui. d'intelligence artificielle à l'Université Mohammed Polytechnique. Et donc, tous ces efforts-là, c'est très intéressant, c'est salué, c'est reconnu. Mais, et je pose aussi une question dans le chat. Alors, comment est-ce qu'on peut concrètement et réellement éduquer, former ces gens-là à l'intelligence artificielle pour que l'humain puisse maîtriser et maintenir l'esprit libre pour pouvoir, Oui. parce que vous avez mentionné, on doit guider l'IA et ne pas la laisser nous guider. Donc, comment est-ce qu'on peut s'éduquer pour le faire? Alors, en fait, il y a pas de baguette magique. On ne va pas réinventer l'éducation. L'éducation fait déjà un très, très bon travail en termes de pédagogie, d'accompagnement et de compréhension. Vous saluerez Amal Fellah Sarrochni de ma part. Hein. C'est une amie de longue date. Donc, par rapport à Movement, parce que vous l'avez cité. Je pense que le risque aujourd'hui, c'est d'abord en termes de formation. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels les étudiants doivent commencer à réfléchir. C'est l'éthique algorithmique. C'est l'éthique algorithmique, parce qu'en fait, le problème de l'informatique, c'est qu'on peut tout faire en fait avec l'informatique. Des informaticiens géniaux, ils peuvent tout faire avec l'informatique. Et je pense que aujourd'hui, avec ces algorithmes, on peut malheureusement toucher des domaines où l'algorithme euh, aboutirait à des décisions qui ne sont pas éthiques. Par exemple, en termes de discrimination, par exemple, en termes le plus gros problème, c'est la discrimination, hein, parce que les algorithmes sont entraînés hein, sur des modèles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements. Hein. Il y a d'ailleurs un mouvement qui s'appelle la Ligue algorithmique pour la justice. Je crois que c'est une américaine, hein, c'est une chercheuse du MIT hein, qui a développé ça parce qu'elle travaillait sur les algorithmes de reconnaissance d'images. Elle s'est rendue compte, parce qu'elle est noire, que les algorithmes ne la reconnaissaient pas et qu'elle était obligée de porter un masque blanc pour pouvoir s'identifier sur son ordinateur, alors que c'est elle-même qui codait les algorithmes. Je vous passerai le lien pendant l'intervention de quelqu'un d'autre dans le chat, hein, si vous voulez avoir des informations sur ce sujet-là. Et en termes, donc, il y a surtout le problème de l'éthique. Ça, c'est un sujet intéressant. Le deuxième sujet, c'est la souveraineté. Aujourd'hui, c'est très facile de bâtir un système IA en prenant des OpenAI, en prenant comment ça s'appelle, des Mistral. Enfin, on peut prendre plein d'algorithmes et les installer. Le problème, c'est quand on monte une architecture de traitement de données qui va incorporer de l'IA pour des institutions qui requièrent une attention particulière sur les données, notamment je pense aux institutions publiques qui contiennent des données des citoyens, par exemple. C'est de faire attention sur les dispositifs qui vont héberger, stocker, analyser ces données-là. Où est-ce qu'elles sont? Comment elles sont pilotées? Comment elles sont sécurisées? Sous quelle autorité ils sont? Donc, parce que l'IA aujourd'hui, comme c'est facile, malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont tentés d'aller utiliser des plateformes prêtes à l'emploi. Parce qu'elle, comme ça s'appelle, l'algorithme IA a été bien implémenté. Hein. On pense à Azure AI, on pense à AWS, on pense à Google, on pense à… Donc, il y a beaucoup de plateformes qui proposent aujourd'hui des plateformes pour démarrer rapidement. L'idée, ce n'est pas de démarrer rapidement, c'est de prendre le temps pour bien analyser le projet, le contexte dans lequel on va mettre en place le dispositif. Ça, c'est s'il y a une chose à faire au niveau de l'éducation, peut-être de la formation, c'est de rajouter des couches ou des modules sur l'éthique algorithmique, c'est de questionner l'algorithme, parce que quand on commence à questionner l'algorithme, on comprend ce qu'il fait, et s'il y a des biais, on va s'efforcer de les corriger. Parce que les informaticiens n'aiment pas l'injustice. donc, ils vont, parce que c'est du travail, hein, c'est de la mathématique et de l'informatique, donc on va
travailler à corriger ça. Mais quand on a affaire à des boîtes noires, dans lesquelles on fait juste des inputs et des outputs, bien sûr que c'est facile à développer, bien sûr que c'est rapide, c'est impressionnant, et puis on peut impressionner l'audience, mais on manque en fait à sa mission première, qui est de résoudre des problèmes. Alors, en tant qu'informaticien, si on est informaticien en tout cas, notre mission, c'est de résoudre les problèmes des êtres humains tous les matins. Voilà, donc ça c'est le sujet. Après, l'IA, c'est l'IA en Afrique, piloté par AI Movement, c'est un super mouvement. C'est bravo à l'UM6P pour cette initiative. Bravo à Amal pour de prendre le lead sur ce sujet-là et de le porter jusqu'à l'UNESCO. C'est très, très bien. Merci beaucoup, Siadi. Ça nous fait arriver à la deuxième question qui est sur les limites de l'IA en termes de développement. Et où est-ce que vous en voyez le futur? En fait, il y a pas de limite. En informatique, il n'y a pas de limite. La seule limite, en fait, c'est le coût du développement à un moment donné. L'IA les coûts de développement de l'IA n'étaient pas possibles en fait il y a quelques années. Hein. C'est depuis l'arrivée de Nvidia. D'ailleurs, aujourd'hui, Nvidia, par exemple, c'est la société la plus valorisée au monde. Ils ont dépassé tout le monde parce que justement, on fait appel on a découvert qu'on pouvait coder sur des GPU et qu'on allait encore plus loin. Il y a d'autres technologies aujourd'hui qui arrivent sur des NLU. C'est des nouvelles possibilités de développement qui vont nous emmener encore plus loin sur un cran encore supérieur en termes de développement d'IA. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la limite, c'est la raison. Par exemple, les IA nécessitent beaucoup de ressources matérielles informatiques, énormément de ressources. Il faut peut-être, quand on construit des data centers, de se poser des questions sur les ressources naturelles qu'on va utiliser pour refroidir ces data centers, par exemple. C'est comment. Oui, parce que on est dans une période de réchauffement climatique. Hein. Je pense que le Maroc a beaucoup souffert ces dernières années de sécheresse. Pour constater qu'il y a donc il y a des questions à se poser réellement sur les ressources et sur l'utilité. Est-ce qu'on a besoin de construire des systèmes juste pour se faire plaisir sans aller jusqu'à résoudre les problèmes? Donc, je pense qu'il y a un équilibre à chercher en avançant sur l'IA, mais la seule limite, en fait, ce sont les ressources, nos ressources naturelles. Parce que pour fabriquer ces ordinateurs supercalculateurs, il faut des métaux rares, il faut des ressources naturelles précieuses. Donc, tout ça, ce sont les limites. Parce que ce n'est pas des limites d'argent ni des limites algorithmiques. Hein. Les limites sont les ressources naturelles qui sont mises à contribution. Et puis, j'espère que la technologie, avec de l'IA, va nous permettre de trouver peut-être d'autres moyens encore plus économiques pour développer. Et c'est ça qui est intéressant de regarder. C'est comment l'IA peut aussi être mise à contribution pour nous aider à trouver elle-même, on va dire, les solutions, en elle-même les solutions pour nous permettre de continuer dans nos développements. Oui, je pense qu'on doit passer à notre deuxième conférencier, mais j'ai quand même une toute petite question, si on peut répondre brièvement. Vous avez parlé de coûts et d'accélération. Ces dernières années, on voit de plus en plus d'investissements en IA. Donc, j'aimerais bien apprendre un peu votre position. Est-ce que vous voyez, par exemple, vous avez parlé de Mistral, qui a pu faire des levées de fonds et atteindre un statut unicorn, être valorisé à plus d'1 milliard de dollars avant même le lancement d'un produit. Et de même pour d'autres startups, d'autres entreprises qui font ces recherches-là sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez en cela une opportunité de recherche et d'avancement ou est-ce que c'est plus un risque mal calculé? En fait, l'informatique a toujours aimé avancer avec des bulles spéculatives. Donc, c'est ce qui fait avancer les sujets. Hein. À chaque fois, on a eu la bulle Internet, après, on a eu la bulle Big Data, et puis après, maintenant, c'est la bulle IA. Mais du point de vue des grands spécialistes sur l'intelligence artificielle, je prends en référence Yann LeCun. Yann LeCun dit dans une dernière interview que le LLM, c'est fini. Il faut passer à autre chose, hein, parce que ça, c'était déjà il y a 5 ans que ça a été développé. Ça arrive à maturité aujourd'hui. Donc, quand on voit tous les investissements qui sont faits aujourd'hui sur ces technologies de programmation, qui sont les LLM, la vectorisation, donc
Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas si les investissements que fait la BPI ou les institutions ou les fonds d'investissement français et étrangers dans Mistral sont pertinents ou pas, mais ça permet au moins de donner un élan à d'autres entreprises qui sont dans la même mouvance, hein, parce qu'il y a toujours les licornes, bien sûr, qui ont la chance d'avoir été désignées comme licornes, mais je connais par exemple en France d'autres sociétés qui ont autant de mérite d'avoir les mêmes investissements, mais qui ne l'ont pas. Parce qu'elles ne sont pas dans le viseur, parce qu'elles ne sont pas dans le… Maintenant, sur le développement de Mistral, moi j'ai mon point de vue, mais c'est point de vue personnel. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, elles seront américaines. Pareil que tout le reste, hein, parce que si vous voyez les investissements qu'a mis Microsoft dans OpenAI, c'est pas pour rien. C'est parce que derrière, ils veulent avoir OpenAI, la primauté de tout ce qui se fait auprès de OpenAI pour les plateformes Azure et pour les plateformes cloud de nouvelle génération. Microsoft est un des investisseurs, hein, sur les dernières levées de fonds de Mistral, hein, des 600 millions d'euros. Je ne sais pas combien ils ont mis, mais je pense qu'il y a pas loin de 200 millions. Donc, c'est pas pour rien non plus. Voilà, ce sont des investissements très mesurés, très calculés, parce que je pense qu'il y aura une mutation à un moment donné de Mistral qui va passer sous un autre pavillon. Maintenant, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que ces sociétés-là ont reçu de l'argent et qu'elles vont ailleurs qu'il faut s'interdire de continuer à développer des choses souveraines, des solutions souveraines et des solutions pour résoudre les problèmes des autres environnements. Par exemple, au Maroc, moi, je soutiens toutes les initiatives qui sont conduites derrière le AI Movement parce que je pense qu'elles vont dans le bon sens, parce qu'elles sont orientées vers l'Afrique. Elles ne sont pas orientées vers les fonds d'investissement américains, européens, japonais, chinois, mais elles vont plutôt s'orienter vers l'Afrique pour essayer de trouver des solutions africaines. Et quand on pense que l'Afrique va atteindre probablement 2 milliards d'habitants dans pas longtemps, donc il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Voilà. Merci beaucoup, Merci beaucoup à Adil Ben tous. Youssef. Ouais.